Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Je m'excuse parce qu'après je cours quand même pour le train. Oui, c'est tout bête, mais il faut que je rentre ce soir. Écoutez, moi je veux dire que j'ai assisté à des débats intéressants parce que c'est bien d'à chaque fois illustrer ce débat sur l'écosocialisme par aussi les réalités concrètes des territoires et de voir comment on fait le lien entre réflexion théorique et pratique concrète. Sur la partie plus théorique, je voudrais revenir un peu sur un aspect, parce que c'est vrai que des fois certains nous disent pourquoi est-ce que vous avez inventé ce concept d'écosocialisme? Après tout, bon, c'est vrai que le communisme a échoué parce qu'en fait les gens parlent du stalinisme. Bon, le socialisme, les gens pensent tout de suite aux gouvernements sociaux-démocrates, même sociaux-libéraux maintenant, donc ça a échoué aussi. Mais certains nous disent, oui, mais il y a l'écologie, et notamment l'écologie politique, et donc pourquoi est-ce que vous inventez un nouveau concept? Alors, par rapport au socialisme, puisqu'on peut se réclamer du socialisme historique, ce qu'on peut dire, c'est comme nouveauté, disons, le moins qu'on puisse dire, c'est le bouleversement de notre écosystème. On en a beaucoup discuté toute la journée. Je voudrais rappeler quand même quelques points. Un, c'est que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur la planète, puisque nous étions à peu près 2 milliards au début des années 50, nous sommes 7 milliards, nous serons bientôt 9 milliards. Donc bien évidemment, ça a des conséquences sur la planète. Deuxièmement, sur ces 7 milliards d'habitants, aujourd'hui, il y en a 60% qui vivent en ville, c'est aussi une grande nouveauté. Mais en même temps, ce sont aussi des habitants qui ont un niveau d'éducation et de formation bien plus important qu'il y a 50 ans. Les femmes, même si ce n'est pas encore cela totalement, ont quand même amélioré leur sort, y compris sur l'ensemble de la planète, même s'il y a des pays particulièrement obscurantistes. Dans tous les cas, c'est plus un acquis le fait que les femmes soient finalement les esclaves des hommes. Il y a au moins des résistances, il y a au moins des bagarres. Les techniques et les technologies ont beaucoup évolué, ça a l'air de rien, mais rien que dans la salle, je pense que si on prend la diversité des âges, on se rend compte de ce qu'on a pu vivre les uns et les unes et les autres entre le moment de notre enfance et aujourd'hui sur l'évolution des technologies, c'est assez énorme. Bon, et enfin, je dirais dans les changements de nos vies de société, c'est qu'on baigne dans un flux d'information et de désinformation, les deux, et dans un flux continu et qui est valable quasiment sur l'ensemble de la planète. Bon, même si, bien évidemment, tout le monde n'a pas des téléphones portables, mais il faut quand même savoir que même dans les pays pauvres, il y a beaucoup de téléphones portables. Bon, et s'il y a des pays où la censure est telle que l'information a parfois du mal à circuler. Mais même, on peut dire que globalement, il y a un flot d'informations qui circule de manière énorme. Donc ça, c'est un des premiers points. Deuxième point, et nous l'avons vu au travers des ateliers, nous n'avons jamais autant épuisé nos ressources. Hein, que ce soit les hydrocarbures, on vient d'en parler, que ce soit les terres arables, on en a moins parlé, conséquences à la fois de l'agriculture intensive, mais aussi des conséquences du réchauffement climatique, ou de l'artificialisation des terres. On le vit beaucoup sur nos territoires, dans notre pays, mais un peu dans tous les pays quand même. Épuisement de l'eau douce. Moi, je trouve toujours un truc, c'est quand même invraisemblable que la France, par exemple, nous sommes un pays où nous avons la chance d'avoir beaucoup de ressources en eau. Aujourd'hui, on soit dans une situation où la majorité des eaux sont contaminées. C'est aussi une nouveauté de ces 50 dernières années. Bon. Les terres arables, je disais, juste pour vous donner un chiffre comme ça que j'avais oublié au passage, c'est 70. Les études démontrent qu'aujourd'hui, 78% des terres arables sont utilisées de fait pour le bétail. Que ce soit en termes d'alimentation pour le bétail ou en termes de terres utilisées, de présence du bétail sur les terres. Ce qui est quand même assez invraisemblable. Il suffirait donc de réduire
finalement d'un tiers notre consommation de viande dans les pays riches pour que d'abord tous les habitants de cette planète puissent manger de temps en temps de la viande et qu'ensuite ce soit beaucoup plus supportable pour la planète. Et dernier point sur lequel j'insiste, parce que c'est un point qu'on met souvent moins en avant, mais pourtant qui est très réel, c'est l'épuisement finalement maintenant, dans une échéance assez courte, d'un certain nombre de métaux qui sont très utilisés dans notre monde industriel. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis intervenu dans l'atelier sur l'énergie. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire que nous avons le problème des hydrocarbures, mais nous avons aussi, par rapport à notre modèle industriel, le problème d'un certain nombre de métaux. Troisième point, donc j'ai dit, donc jamais aussi nombreux, jamais autant épuisés de ressources, jamais autant pollués, 150 000 molécules chimiques depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des cocktails dont on ne connaît pas les effets. Bon, je vous renvoie à tous les bouquins de Ben Pomme et autres chercheurs. Jamais autant modifié le climat, donc c'est la question du réchauffement climatique, l'écosystème, on dit, et le vivant avec, aujourd'hui, bon, beaucoup de spécialistes disent que nous sommes dans une 6e extinction des espèces, hein, qui est en plus une extinction bien plus rapide que les précédentes. Enfin, jamais autant changé aussi, on y pense moins, la reproduction, puisqu'on arrive à modifier le patrimoine génétique et on en est même à créer des clones. Hein, il y a eu la fameuse brebis, mais du coup, depuis on en parle beaucoup moins, mais le clonage des animaux est aujourd'hui très avancé et très développé. Donc on est dans ce monde totalement différent, et je dirais que comme conclusion de ce paragraphe, si on peut dire, notre planète n'en peut plus. Elle n'en peut plus parce qu'on a atteint les limites de ce qui est supportable en termes d'appropriation des ressources de la planète et en termes de production de déchets. Ce sont les deux. Par rapport à ça, et bon, c'est un débat, moi je revendique, alors ça a été dit ce matin que je me disais marxiste décroissante, bon, c'est une phrase, une blague que je faisais à un copain qui a retenu un journaliste qui écoutait une conversation privée, hein, bon, ça c'est toujours la déontologie de certains journalistes. Ceci étant, j'assume totalement cette expression de marxisme décroissant, je me réclame du marxisme au sens de tout ce qu'a pu produire Marx sur les questions d'extraction de plus-value, du système économique et ainsi de suite, bon, et décroissant parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'est en train de vivre notre planète, oui, nous sommes obligés de réduire et donc de décroître globalement par rapport à ce que nous faisons subir à la planète aujourd'hui. Parce que nous sommes au-delà de ce que la planète peut supporter. C'est la réalité. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que chacun doit décroître. Bien évidemment que la décroissance est totalement différente. On a beaucoup parlé de la sobriété, hein, on a beaucoup parlé de l'oligarchie qui consomme énormément, qui a des yachts, des hélicoptères, des avions et tout ce qu'on veut. Bon, donc, c'est possible d'avoir une décroissance globale qui permette en même temps à l'ensemble des habitants de cette planète de vivre mieux. Simplement, ça veut dire de revenir à un niveau supportable en termes d'extraction des ressources de la planète et en termes de production de déchets, et c'est faisable. Donc c'est bon, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Hein, il faut qu'on revienne à une empreinte écologique supportable pour la planète. On n'a pas le choix, de toute façon, parce que c'est ça, ou sinon on accélère le fait que, à terme, la planète va devenir invivable pour les êtres humains et même les êtres vivants au sens plus large, c'est-à-dire non seulement les êtres humains, tous les animaux, pas seulement nous, et y compris les plantes. Dernier point par rapport à cette question des croissances, c'est que nous avons aussi une dette écologique. Parce que nous avons une dette écologique par rapport aux pays les plus pauvres. Nous avons beaucoup, les pays industriels ont beaucoup pillé les ressources des pays du Sud. Nous continuons d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, nous continuons par exemple à piller l'uranium. Nous aimerions bien, enfin en tous les cas les multinationales, aimeraient bien piller le lithium, par exemple de Bolivie, pour faire des véhicules électriques. Donc il faut absolument qu'on intègre, nous habitants des pays riches, et nous militants politiques, quelle que soit notre appartenance politique, militants politiques des pays riches, que nous devons faire des propositions qui sont des propositions pour l'ensemble des pays, et pas seulement pour nous. Et de ce point de vue, le projet d'écosocialisme, c'est un projet à l'échelle de la planète. C'est pas l'écosocialisme en France. C'est valable pour tous les pays. Et c'est pour ça qu'on a commencé à le mettre au débat avec nos partenaires au Maghreb, ça a été dit, en Amérique latine. Et l'idée, c'est bien que de la même manière que le socialisme
n'était pas un concept valable uniquement pour, par exemple, l'Allemagne au départ, hein, ou tous les pays du Nord. De la même manière, nous voulons que l'écosocialisme soit un concept débattu et enrichi et qui devienne un concept de l'ensemble des forces politiques de tous les pays. Donc ça, au niveau de l'écosocialisme, sur cet aspect donc écologique. Et ce qui nous différencie par rapport, par exemple, aux camarades qui ne se réclament que de l'écologie politique et qui nous disent mais il n'y a pas besoin de ce concept écosocialiste, c'est que de la même manière que nous disons nous sommes obligés de prendre en compte, de toute façon, c'est même pas, nous sommes obligés, il n'y a pas d'autre solution de prendre en compte aujourd'hui les limites écologiques de la planète. De la même manière, nous ne voulons pas nous situer sur un plan qui serait on défend la nature sans se préoccuper de l'humain. D'abord parce que la nature, en soi, n'existe pas. L'écosystème, c'est l'imbrication des relations entre l'ensemble des êtres vivants et la nature. Toute présence humaine sur la planète forcément modifie la nature. Même à la préhistoire, il modifiait la nature. Alors nous, on la modifie beaucoup plus, on est beaucoup plus nombreux, d'accord. Mais c'est vraiment l'écosystème, c'est l'ensemble. Donc notre but n'est pas de revenir à un état qui serait un état antérieur de nature protégée. Ça, c'est absurde comme position. J'entendais dans la vidéo ce matin de Paul Ariès qui tapait sur la décroissance. C'est un peu la critique qu'on peut faire au journal de la décroissance, c'est qu'ils ont une vision mythique de la nature où on pourrait revenir, où finalement l'être humain est presque un intrus sur cette planète. Bon. Donc nous disons, non, il faut bien concevoir la vie globale sur cette planète. Et donc c'est pour ça que, pour nous, il ne peut pas y avoir que de la défense de l'environnement. Forcément, l'écosocialisme, c'est à la fois environnement et être humain. C'est à la fois se battre contre l'exploitation de la planète et contre l'exploitation de l'être humain. Il ne peut pas y avoir donc de bataille uniquement contre l'exploitation de la planète qui ne se pose pas la question de l'exploitation des êtres humains. D'autant que nous sommes dans une situation aujourd'hui où les régressions sociales, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais à l'échelle de la planète, aboutissent à une situation où la concentration des richesses n'a jamais été aussi importante en quelques mains, que ce soit des mains individuelles ou des mains privées de groupes, fonds d'investissement, depuis très très longtemps. Nous sommes revenus dans une situation où il y a une échelle d'inégalité qui est sans commune mesure depuis très longtemps. Et troisième point, nous sommes dans une situation de régression démocratique très forte, parce qu'évidemment, le système se défend pour défendre ses privilèges. C'est valable à l'échelle de la planète, on le voit partout, parce qu'il y a une montée des luttes, que ce soit des luttes sociales, on n'en parle pas souvent en France, mais par exemple, vous avez beaucoup de luttes sociales en Chine, vous avez beaucoup de luttes sociales en Inde, au Bangladesh, contre justement l'exploitation dans les usines délocalisées de toutes nos multinationales, avec des conditions de travail, des journées de 12 heures, voire plus, des salaires de misère, et ainsi de suite, et y compris des usines fermées, où quand il y a un incendie qui se déclare, les ouvrières, c'est par exemple dans les usines de textiles du Bangladesh, meurent dans l'incendie parce que les patrons ferment les portes des usines pour que les salariés puissent pas sortir. Donc on a des luttes partout, et du coup, on a une montée de la répression partout, et y compris aussi une montée de la société de contrôle. Bon, alors on est constamment contrôlé dans nos déplacements entre nos téléphones portables, les cartes bleues, les caméras de surveillance un peu partout. On est dans ce type de société aujourd'hui, donc qui est une société du contrôle total et de régression démocratique. Alors par rapport à ça, je crois qu'un des débats qui reste par rapport à nos camarades par exemple d'Europe écologique, outre le débat sur la question sociale, la question de la propriété des moyens de production, ça c'est un vrai débat. C'est-à-dire que nous disons qu'on ne peut pas avoir une société qui remette en cause le capitalisme si on ne remet pas en cause en même temps la nature de la propriété des moyens de production. Et donc il faut, c'est ce qu'on dit, il faut faire reculer le marché, faire reculer le capitalisme. Ça ne passe pas uniquement par des nationalisations, ça passe par un ensemble de possibilités de réappropriation, que ce soit sous forme d'entreprise publique, que ce soit sous forme de coopérative, que ce soit sous forme de régie publique, et toutes les formes diverses et variées possibles qui permettent aux travailleurs, aux collectifs de travailleurs au sens large, c'est-à-dire ouvriers, techniciens, ingénieurs, de se réapproprier ce qu'ils sont en train de fabriquer, le pourquoi ils fabriquent et comment ils le fabriquent. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a un débat autour effectivement de la place et du rôle de l'État. C'est pas que nous soyons des fétichistes de l'État, c'est tout simplement dans une société de plus en plus mondialisée, dans une société où les fonds
d'investissement circulent à la vitesse de je ne sais pas combien de microsecondes par l'intermédiaire d'Internet sur l'ensemble de la planète. Si on dit qu'on veut relocaliser, on veut que chaque pays se réapproprie ses ressources naturelles, dans ce cas-là, à un moment donné, il faut s'en donner les outils. Et les outils, c'est entre autres dans le cadre des pays. Parce que aujourd'hui, face à la mondialisation, si on attend qu'il y ait un gouvernement mondial pour changer de société, malheureusement, on risque d'attendre quand même très longtemps. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cet écosocialisme que nous souhaitons, oui, à un moment donné, nous utilisons les outils qui sont les outils du cadre existant, qui est le cadre national, pas par fétichisme, mais par utilité, par nécessité. Enfin, je dirais que notre projet, c'est un projet d'espoir. De la même manière qu'à une autre époque, le socialisme a été un projet d'espoir pour les masses populaires. Le communisme a été un projet d'espoir. Nous voulons faire de l'écosocialisme un projet d'espoir. C'est-à-dire montrer aux gens que nous ne nous battons pas simplement avec des programmes immédiats, même si c'est fondamental et important, mais que les batailles qu'on mène aujourd'hui, elles ont un horizon, elles ont un objectif. Et que cet objectif, donc, c'est l'écosocialisme. Alors ça se concrétise, parce que bien évidemment, il ne s'agit pas d'attendre non plus le grand soir. Hein, nous nous battons dès maintenant, donc ça passe par les initiatives concrètes. Bon, c'est pareil, on parle aujourd'hui, il y a les AMAP, il y en a plein d'autres, il y a ce que font nos élus dans les alternatives concrètes, et ainsi de suite, ce que font les militants. Donc ça, c'est important. Bon. Et ça passe aussi donc, par les mobilisations. Bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce que nous portons en tant que parti de gauche, nous disons, bon, aujourd'hui, nous avons besoin d'une force politique qui ose. Parce que, bon, il y a toute la déception pour un certain nombre de gens, pour d'autres, ils n'y avaient pas cru. On a un camarade Henri Péniard-Brice, que certains connaissent peut-être, ou connaissent peut-être leur livre. Il a cette expression fantastique qui dit « On n'attendait rien des socialistes, et malgré ça, ils ont quand même réussi à nous décevoir. » Je crois que c'est un bon résumé de ce que vivent les gens en ce moment. C'est-à-dire, les gens ne croyaient pas vraiment, mais quand même, ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas faire pire. Or, si on tire le bilan, on regarde par exemple le gouvernement Jospin, on peut se dire il y avait un verre à moitié vide, un verre à moitié plein. Il y a eu les 35 heures, pour la deuxième loi Aubry, on s'en serait passé. Il y a eu l'APA, c'était mal financé, mais bon, c'est une grande avancée. Il y a eu la CMU, le plafond n'était pas assez haut, mais quand même, bon, il y avait, on pouvait ensuite discuter, ça va pas assez loin, mais au moins, il se passait quelque chose. Si on regarde aujourd'hui un an de gouvernement PS, il y a le mariage, c'est bien, ok. Il y a la suppression du délit de racolage passif, ok, on s'est battu pour, mais sur le fond, ça fait quand même peu, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et par contre, il y a l'austérité, il y a les accords de compétitivité, le PS s'était battu contre à l'Assemblée nationale. Il y a les accords de mobilité obligatoire, le PS s'était battu contre. Bon, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc, tout ça dans le fameux accord MEDEF, qui passe en ce moment en débat au Sénat, comme nos camarades sénateurs se battaient pied à pied contre cet accord, le gouvernement a décidé de pratiquer ce qu'on appelle un vote bloqué, c'est-à-dire qu'au lieu de voter amendement après amendement, comme ça prend trop de temps, eh ben, tout sera voté d'un seul coup. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut que le débat s'arrête ce soir. Parce que si le débat se prolonge jusqu'à demain, ensuite il y a un risque que ce ne soit pas terminé dimanche soir, et que donc ça repousse à 15 jours. Parce que bon, pour des raisons d'organisation de l'agenda parlementaire. Bon. Et donc ce gouvernement, qui se dit un gouvernement de gauche, a décidé, face à un tel texte, d'utiliser une des procédures parlementaires pour empêcher la poursuite du débat. Et ce qui est quand même, on vient de vivre tout le débat sur le mariage. Bon. Dans la bataille dans laquelle nous étions tous impliqués. Bon. Le gouvernement, et il avait raison, n'a pas utilisé les procédures qu'il aurait pu utiliser pour empêcher qu'il y ait le débat au Parlement. Et par contre, là, sur l'accord MEDEF, qui est un accord de régression sociale absolue, là, il utilise des procédures pour empêcher le débat. Donc il y a un moment donné où c'est vrai qu'on peut que se dire que ce gouvernement, oui, et le Parti Socialiste ont complètement basculé du côté du social-libéralisme, qu'on n'a plus rien à attendre, parce qu'on n'en a rien à attendre au niveau économique, on n'en a rien à attendre au niveau social, et on n'en a rien à attendre au niveau environnemental, parce que moi, qu'on puisse dire depuis un an, c'est qu'ils ont rien fait. Hein, parce que, ok, pour l'instant, on n'a toujours pas l'exploitation des gaz de schiste et des huiles de schiste en France, mais ils l'ont autorisé au Sahara pour Total.
Ils ont autorisé l'exploitation du pétrole au large de la Guyane. Donc ce qu'ils n'autorisent pas en France grâce à notre mobilisation, c'est pour ça, hein, pour l'instant ils n'ont pas encore autorisé, bon, ailleurs, ils se permettent de le défendre. Donc, on peut dire que le bilan est globalement négatif, si on peut utiliser une vieille formule très mauvaise. Bon, donc dans ces conditions, il faut continuer la bataille, que le front de gauche soit à l'offensive, parce que c'est la seule manière que, justement, la désespérance se transforme pas en dégoût vis-à-vis de la politique, non, je dirais juste en dégoût vis-à-vis de la politique. Parce que contrairement, et ça aussi c'est une bataille à mener, contrairement à ce qu'essaient de faire croire les médias, ce n'est pas vrai que des gens qui ont, ces derniers temps, voté à gauche, que ce soit pour le Front de gauche, que ce soit pour Europe Écologie, ou que ce soit pour le Parti Socialiste, y compris, votent ensuite pour le Front National. Juste comme ça, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu, dans l'Oise, contrairement à ce qui a été dit. Il faut toujours se méfier des analyses statistiques. Les statistiques, c'est pas, ça donne des chiffres. Tout le problème, c'est de savoir comment on les interprète. En soi, les chiffres ne sont que des chiffres. Or, dans l'Oise, on nous a dit, ah mais regardez, l'augmentation de la participation au second tour et le fait que Le Pen, la candidate du Front National ait gagné beaucoup plus de voix, ça veut dire que les électeurs de gauche ont voté Front National au second tour. Bon. Quand vous entendez ça, il faut vous dire tout de suite, alerte, méfiance, il n'y a rien qui prouve. Et il y a eu un pointage sur les listes d'émargement. Vous savez qu'on a le droit, la loi vous permet, pendant 10 jours après un vote, d'aller à la préfecture, regarder, vous n'avez pas le droit de faire une photocopie, mais vous avez le droit d'aller regarder les listes d'émargement. Quand vous connaissez bien votre électorat, vous vous rendez compte de qui a été voté au premier tour, qui a été voté au second tour. Quel est le bilan de l'Oise? C'est que de nombreux électeurs de premier tour ne sont pas allés voter au second. Et par contre, des abstentionnistes de premier tour sont allés voter au second. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert, en fait, entre les personnes. Et que ce sont des abstentionnistes de premier tour du Front National qui ont voté aux législatives de juin Front National, qui ne s'étaient pas déplacés au premier tour, qui se sont déplacés au second. Hein. Donc j'insiste sur ce point parce que je veux dire, il faut casser constamment le matraquage idéologique porté par les médias, y compris par le Parti Socialiste, qui vise à nous faire peur. Tout le discours en ce moment du Parti Socialiste sur le 6 février 34 et ainsi de suite, c'est un discours qui n'a qu'un objectif, c'est de vous faire peur et vous renvoyer à la niche en disant, de toute façon, il faut rien faire parce que c'est dangereux, il faut vous taire et en dernier ressort voter socialiste. Je crois que c'est exactement le contraire. Heureusement qu'il y a le Front de gauche aujourd'hui. S'il n'y avait pas le Front de gauche, il y aurait encore plus de désespérance dans le pays. Et heureusement que nous avons pris cette initiative pour le 5 mars. Elle est très bien accueillie partout. 5 mai. 5 mai, pardon, 5 mai. Elle est très bien accueillie partout. Nous en sommes à l'heure actuelle à 140 cars réservés au niveau des différentes régions. Hein. Bon, donc il faut continuer la mobilisation. Il faut faire un acte fort pour montrer que justement il y a une alternative à gauche. Parce que s'il n'y a pas d'alternative à gauche, dans ce cas-là, effectivement, c'est la droite qui est tirée vers l'extrême droite qui apparaîtra comme une alternative. Et c'est là où on aura la désespérance. Donc si nous ne voulons pas la désespérance dans le pays, c'est un projet d'espoir, un projet de socialisme gourmand, c'est très beau comme expression, ce projet l'éco-socialiste, et 2, une force politique qui est capable de porter cet espoir et qui est capable de mobiliser, capable de démontrer qu'on peut faire autrement, donc c'est le Front de gauche, avec nos mobilisations, avec les mobilisations, les batailles au Parlement et les alternatives concrètes que mettent nos élus dans les différentes communes. Bien, écoutez, leur tourne en effet. Donc moi je ne reviendrai pas sur les enjeux généraux, indissociablement sociaux, écologiques, politiques et démocratiques que Corinne et Vincent avaient commencé à tracer ce matin et que Martine a su fort bien synthétiser. Je voudrais surtout m'attacher, puisque nous étions convenus du caractère régional de ces assises, à indiquer quelques pistes pour un changement de cap régional. Et je crois qu'à partir de ce que j'ai entendu, ce que nous avons entendu au travers des tables rondes, il y a largement matière pour cela. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont pu peut-être se sentir légitimement frustrés du caractère trop bref de ces échanges, que nous nous engageons, comme dirait l'autre, à continuer le combat, à continuer le débat, et j'espère bien que cette première session des assises se poursuivra
avec d'autres assises, élargies à d'autres partenaires du Front de gauche, élargies au milieu associatif, syndical, et élargies, je dirais, à l'ensemble des citoyens. Martine, tu évoquais tout à l'heure une tradition, une filiation marxiste dans le bon sens du terme. Ça me rappelait qu'il y a une phrase qui dit « l'émancipation des travailleurs se relève des travailleurs eux-mêmes ». Donc, appliquons-la à nous-mêmes. L'émancipation éco-socialiste se relève de l'ensemble des citoyens qui se sentent concernés par cela. C'est dans cet esprit, tout du moins, que nous voulons continuer à travailler. Alors, lorsque nous disons, lorsque nous posons la question, l'éco-socialisme, en somme, est-ce qu'il peut se décliner ici et maintenant? De quelle façon et à quelles conditions? Nous n'avons pas en vue, tu évoquais également des expériences douloureuses du mouvement ouvrier, il ne s'agit pas, assurez-vous, de construire intégralement un socialisme ouvérien. Je pense que ça ne marcherait pas, le socialisme dans un seul pays, on sait ce qu'il en est. Par contre, il n'est pas forcément trop tôt pour commencer à se mettre en chemin. C'est ça le sens, je crois, de notre démarche. S'engager dans la voie du bien-vivre dans notre région, au sens où nous le rappelait précisément Paul Ariès, d'une vie pleine, d'une vie conviviale, solidaire, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est possible à certaines conditions. La condition en particulier d'avoir le courage politique d'assumer et de mettre en œuvre un certain nombre de ruptures. Et parmi ces ruptures, il est celle qui concerne effectivement l'illusion, je dirais, aussi insensée que mégalomaniaque, que tous les problèmes vont se résoudre en payant au prix fort l'insertion de l'Auvergne dans la grande compétition économique des régions en Europe, n'est-ce pas, voire dans le monde. Hein. En fait, c'est quoi? Ce néolibéralisme, c'est ni plus ni moins que la concurrence sauvage entre les peuples et les territoires. Cette illusion, on croit que c'est un fantasme, mais ça peut être malheureusement un fantasme dangereux, car il est soutenu et imposé par un projet politique que je qualifierais pour ma part de local-libéralisme, et que l'on peut lire par exemple dans l'acte 3 de la décentralisation, qui nous était initialement prévu à l'automne. Il faut savoir que c'est un petit peu de plomb dans l'aile, mais malgré tout, il convient de continuer à être particulièrement vigilant par rapport à ça. Alors si je résume le schéma général qui guide ces partisans de cette fuite en avant, ce schéma il a le mérite de la simplicité, que les plus performants, que les plus compétitifs, ou comme on dit aujourd'hui, les plus attractifs, n'est-ce pas, gagnent, et que les autres disparaissent, ou tout du moins ne se mettent pas en travers de la grande course en avant vers la modernisation néolibérale. Car pour eux, bien évidemment, il n'y a qu'une façon d'être moderne. C'est d'être le plus fort, le plus friqué, le plus prédateur, le plus bling-bling, voilà. Alors, cette forme, malheureusement, de darwinisme social, dans lequel les gros doivent écraser les petits, c'est bien dommage, mais c'est la vie. Malheureusement, ça a fait beaucoup d'émules. Puisque j'évoquais le caractère régional des choses, je rappellerai récemment que Harlem Désir, en visite à Clermont-Ferrand pour faire ami-ami avec Michelin, a qualifié cette entreprise d'entreprise exemplaire. Alors, je ne sais pas si les amis de Parole de Bible sont toujours là, mais je pense qu'ils auraient apprécié. Alors, exemplaire en quoi? Alors, peut-être qu'on peut se référer au salaire de son ex-gérant, Michel Rollier, qui avait une rémunération de 4,5 millions. Et avec ça, en 2011, il prenait la première place des patrons du CAC 40. C'est exemplaire. Hein. Exemplaire, peut-être, si on se réfère à la discrimination syndicale de l'entreprise, dont Michelin était reconnu coupable. Exemplaire, effectivement, au niveau de l'amiante. Exemplaire encore, si on se réfère aux paradis fiscaux, puisque d'après le journal Alternative économique, Michelin ne possède que 27 filiales dans les paradis fiscaux. Donc tout ça, c'est bien connu, c'est parfaitement exemplaire. On pourrait rajouter également, en matière environnementale, en Inde, où Michelin s'implante en détruisant la forêt collective et les moyens de subsistance de quelques dizaines de milliers de villageois. Bon. Alors je crois que si on prend quand même un peu de recul, on s'aperçoit que cette vision qui a fait des émules, elle commandait déjà des grands projets régionaux, sous le règne d'un certain Giscard d'Estaing. L'avenir de l'Auvergne, rappelez-vous, pour le grand homme, c'était quoi? C'était une mégalopole concentrée sur quelques axes autoroutiers, allant de Vichy à Brioude, et capable, pour le coup, de rivaliser avec les grandes métropoles européennes. Il avait même trouvé un nom, arvernien. Hein. Eh bien, anecdote peut-être, mais si vous lisez, je ne sais pas si vous le lisez énormément, mais le blog de cette excellente universitaire et médiocre politique, Anne Courtillet, elle se plaint. Elle se plaint sur son blog
que l'actuelle majorité, et rejoint en cela par Adnaud, maire adjoint de Clermont, a copié trait pour trait le projet du Grand Tour. Ça, c'est pas bien. Et sans reconnaissance de paternité. Ça, c'est encore plus mal. Alors, l'avenir régional serait là, une concentration anarchique de capital et de population se déplaçant à grande vitesse sur une bande étroite de quelques kilomètres carrés, et puis à côté un désert, peuplé de quelques indigènes, sans doute, en charge de conservation du folklore auvergnat. Bon, voilà. Ça, bien évidemment, au-delà du folklore, ça a eu, pour le coup, des conséquences en chaîne, en matière de transport, en matière d'habitat, en matière d'activité. C'est pas la peine de faire un dessin. Soyons justes quand même, hein, pour distraire les fous, les dopés le tourisme, vous vous rappelez quand même que l'ex, sa mégalomanie, avait programmé son grand œuvre, hein, vulcanien, on sait ce qu'il en est, on ne va pas s'apesantir. Si je le rappelle quand même, c'est parce que nous avons eu un certain nombre de combats, et puis peut-être aussi parce que mon ami Jean-Michel Duclos, je crois qu'il est toujours là, voilà, Jean-Michel, il me semble que là-dessus, tu avais fait un bouquin qui était pas mal, hein, vulcanien, même sur les volcans, t'expliquait un certain nombre de choses, par exemple les liens qui existaient entre les membres de la société SA volcanienne, ne pas confondre, et la famille Giscard, des choses par rapport à la passation des marchés, la collusion d'intérêts particuliers. Et puis tu rappelais également que ce qu'on pourrait appeler le parti adverse d'une certaine gauche, bon, s'en accommodait finalement pas si mal que ça. Tout se passait comme si dans ce petit monde, la bienséance voulait qu'on ne se gêne pas dans l'exploitation des zones d'affaires. Alors si je l'évoque, c'est pour faire à la fois une remarque et un vœu. Une remarque, mais je crois que ça t'avait déjà été fait, Jean-Michel. Curieusement, ton ouvrage qui quand même cartonnait pas mal, il avait fait l'objet d'aucune plainte en diffamation, si je ne m'abuse. Hein. Alors ça, c'est pour la remarque. Et puis le vœu, quand même, c'est qu'un tel travail pourrait peut-être trouver des prolongements, au hasard, pour Clermont-Ferrand, le Carré Jotte 2, pour un passé assez récent. Et puis pour le présent et l'avenir, il y a l'Hôtel Dieu, par exemple. Alors moi, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des relais, des correspondants locaux de Mediapart, j'en sais rien, mais il y a peut-être là une idée à creuser, avis, en tout cas, aux amateurs. Ma conviction, en tout cas, c'est que les choses n'ont pas fondamentalement changé, et qu'elles ont même empiré, effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, Martine. Et empiré, y compris localement, parce qu'elles nous sont servies aujourd'hui, pas par Giscard, sans doute, mais par ce que j'appellerais la suffisance d'un certain nombre de nouveaux parvenus, de petits marquis. Rassurez-vous, c'est pas le genre de la maison, on va pas sortir une liste, hein, ça nous serait reproché, c'est pas bien. Puis d'ailleurs, ils seraient trop nombreux. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire clairement, ils ont tout faux, ils ont fait tout faux, ils font tout faux. Et nos propositions doivent aller à l'inverse, dans le sens d'un développement enfin respectueux des hommes et des territoires. Un cap nouveau doit être indiqué pour s'opposer à cette austérité qui vient, qui est là, qui va saigner à blanc les collectivités territoriales et qui semble être l'unique boussole de nos gouvernements, mais aussi des conseillers généraux et de certaines majorités municipales dans les grandes villes. Et ce cap, à notre avis, oui, on est là pour faire de la politique aussi, il doit indiquer clairement les responsabilités et les complices aussi de cet état de choses. Pour parler un langage, allez, on va dire un peu dru, un peu cru, on ne va pas parler de salopard, pas du tout, mais moi je parlerais quand même de, peut-être, allez, on va dire d'hypocrite. Hein. Il y a peut-être quand même d'un côté ceux qui, on dit, ceux qui pleurent et ceux qui épluchent les oignons. Quoi. Donc là-dessus, l'austérité, il faut bien dire que ça ne tombe pas du ciel, c'est le résultat d'une politique, d'une logique inscrite dans le pacte européen de stabilité qui déclare, je cite, que les collectivités territoriales contribuent à l'effort de redressement des services publics, des finances publiques, pardon. Et c'est une loi de programmation budgétaire votée malheureusement par le PS et les Verts, qui fait cadeau aux entreprises de l'allègement de 20 milliards de cotisations sociales avec en contrepartie une hausse de la TVA de 10 milliards et 10 milliards d'autres d'économies sur les services publics et les dotations de l'État. Donc, je crois que les choses sont claires de ce point de vue-là, mais il faut rappeler les responsabilités. Oui, la rupture et le changement social, écologique, démocratique doivent, à notre avis, s'inviter à la table. Et, si nécessaire, bousculer l'ordre établi. Cet ordre établi, effectivement, cet ordre de l'entre-soi, des connivences, des renvois d'ascenseurs. Je ne sais pas aujourd'hui si le rapport de force permet de renverser la table, comme on dit. Mais
qu'ils doivent permettre de faire la place au peuple, qui doit se faire entendre et respecter, oui, certainement. Oui, d'autres choix budgétaires et politiques régionaux sont possibles et ils doivent être faits en s'opposant aux réformes gouvernementales, mais aussi aux aides régionales, aux grandes entreprises, même lorsque ces aides se présentent avec le volet des pôles de compétitivité, par exemple. Et je crois qu'il est à tout le moins impératif de conditionner les aides aux entreprises au respect de la législation du travail et de l'environnement, à l'amélioration des conditions de travail et des droits sociaux. Et là encore, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire dans la région. Je pense, par exemple, à certains grands chantiers du bâtiment, où merci à la CGT d'avoir quand même mis son nez là-dedans et dévoilé un certain nombre de pratiques douteuses, pour ne pas dire davantage de la part d'employeurs hors la loi. L'emblème de notre front de gauche, c'est l'humain d'abord. Mais à quoi ce fort bon slogan pourrait-il servir si nous ne sommes pas capables de le décliner et de le faire vivre au plan régional, en faisant en sorte précisément que ces aides aillent précisément aux humains d'abord, aux salariés par exemple, qui veulent acquérir une formation, reprendre des entreprises sous forme de scope, aux activités économiques qui relocalisent, se reconvertissent, privilégier les circuits courts, privilégier encore d'autres formes de coopération, ça a été largement évoqué dans les tables rondes, les coopératives, les circuits directs producteurs-consommateurs, etc., etc. L'humain d'abord, c'est tous ces choix. Moins de dépenses de prestige, moins de projets mégalos, et au contraire, plus de mesures qui profitent au plus grand nombre. La gratuité d'accès aux transports régionaux, je crois que ça a été évoqué, à la formation, à la culture, aux salariés victimes de la crise, et puis peut-être une pensée, tout de même, pour ces quelques 200 000 personnes de notre région qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Et cela passe certainement par une implication plus forte dans l'aide au fonctionnement des structures locales qui font vivre réellement des activités sociales, écologiques, culturelles, sportives, créatrices d'emplois sur le territoire. J'évoque le domaine sportif parce que, là encore, peut-être convient-il de réfléchir à un certain nombre de choses. La redistribution de sommes à des grands clubs qui sont ni plus ni moins que des entreprises financières, alors que d'autres dimensions du sport, je pense dimension d'entraide et de solidarité, pourraient être valorisées. Alors peut-être convient-il à ce propos de dire aux éminents représentants du Conseil communautaire de Clermont-Communauté que 60 millions d'euros d'argent public pour les travaux d'extension du stade Gabriel-Montpied en vue, je cite, de la montée possible de Clermont Foot en première division, bon, ce n'est peut-être pas réellement une priorité. Alors, certes, tout cela ne peut pas être fait au plan régional, tout ne peut pas être fait d'un seul coup comme ça. Mais il y a des directions qui peuvent être prises. En mettant en place, avec tous les acteurs, c'était évoqué, je crois, dans le débat, un véritable plan climat régional, ambitieux, chiffré, en explorant les possibilités, les potentialités de la méthanisation sur les produits ménagers et agricoles, en permettant la maîtrise foncière, la reconversion d'une partie des sols agricoles, industriels et urbains à des usages plus respectueux de la richesse naturelle, en recherchant des aides préférentielles avec une certaine complémentarité entre agriculture de plaine et agriculture de montagne, en favorisant également le ferroviaire par rapport au hasard, aux aéroports, et en développant beaucoup plus d'alternatives au tout routier individuel. Enfin et surtout, il y a peut-être urgence à défendre et développer les services publics sur l'ensemble du territoire. Et pour prolonger et terminer là-dessus, vous me permettrez de dire quelques mots, ça m'amène sur une question qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle de l'éducation et de la formation. On sait combien elles avaient été malmenées par la droite, et le président Normal, dont nous avait promis le changement, et le ministre de l'Éducation, rien moins qu'une refondation. Eh bien, en lieu et place d'une refondation, cette année en Auvergne, on a droit à un chantier de démolition. Démolition dans les lycées de Romagna et de la Palisse devrait faire les frais. Cette décision, prise sans concertation, dans le dos des personnels, dans le dos des organisations syndicales, dans le dos même des élus, en dehors de ceux qui appartiennent à la petite coterie du président, oui, je le dis avec ces mots, c'est une saloperie, c'est une imbécilité. Il n'y a aucun argument sérieux pour fermer ces établissements. Chacun sait qu'ils remplissent remarquablement leur mission de formation, de qualification. Chacun sait l'importance d'un tissu
et d'un maillage éducatif de proximité et de qualité pour nos jeunes et nos territoires. Chacun a conscience que les regroupements à marche forcée vers des grandes structures, que ce soit au plan pédagogique ou au plan du vivre ensemble, ça ne marche pas. Les établissements de taille moyenne sont infiniment préférables. Et au lieu de cela, on voit un président de région consacrer son énergie et ses mensonges à détruire. Alors oui, là aussi, il y a une autre vision possible de la carte des formations. La carte des formations qu'il développe, c'est une vision purement capitaliste. Comme pour les entreprises, il faudrait regrouper, restructurer, faire crever les petits pour que les gros puissent prospérer. Eh bien ça, on n'est pas d'accord. Et je crois qu'il faut le dire clairement, le dire nettement. Vous lirez juste là-dessus cette petite anecdote, parce que pendant 10 ans, m'a été donné en tant que représentant syndical de côtoyer ces gens-là dans le domaine justement de l'élaboration de la carte des formations. L'anecdote, effectivement, moi, il m'est souvent arrivé d'hésiter dans ces doctes assemblées entre le fou rire et la colère. Pourquoi ? Parce que pour enrober leur local libéralisme, il faut savoir que ces gens-là payent fort cher des cabinets, des bureaux d'études, réalisent des audits bidons et des rapports dans le seul but de nous présenter leurs décisions comme les seules possibles. Il y a quelques années, un expert nous a asséné avec un aplomb digne d'un Cahuzac que pas plus de compte en Suisse, il n'existait de formation de photographie au lycée de Romagnan. Il fallait se regrouper, où ça, à Bain, en Haute-Loire, j'ai rien contre Bain, en Haute-Loire, pas du tout, où il expliquait qu'il avait un excellent lycée professionnel, qu'il n'existait même pas. Mais ça fait rien. Il nous a fermé ça avec un. Alors c'est une anecdote, si vous voulez, mais une anecdote qui me semble significative du mépris dans lequel ces gens-là nous tiennent. Et une invitation, pour le coup, à vraiment changer de cap, changer de façon de voir. Cette dictature de l'expertise, et je terminerai là-dessus, au service du local libéralisme, elle prévaut malheureusement dans bien des domaines. Alors, face à ce que j'appellerais le mensonge en bande organisée, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a reproché encore une fois à certains la formule du coup de balai. Et pourtant, à tout le moins, je crois qu'il faut faire en sorte que chacune et chacun se donne les moyens de s'occuper de ce qui le regarde, de ce qui nous regarde, et de faire irruption sur les lieux de pouvoir où se décident et où se règlent nos destinées, sans se laisser embouser, sans se laisser enfumer par ces bouffons. Paul Ariès, je le cite à nouveau, je trouve qu'il a un excellent titre pour son ancien journal, son nouveau titre, je le trouve très bien. La vie est à nous. Je crois que c'est dans cette direction que nous allons aller. Oui, une autre gauche est possible, une autre écologie sont possibles, et je crois que nous allons les construire. Avec vous, avec et dans le front de gauche, et au-delà du front de gauche, et je dirais en ouvrant bien grand les portes à d'autres traditions anticapitalistes et écologiques, en accueillant sans réserve également les non-encartés, qui doivent, à notre avis, ne même pas, et l'égalité de devoirs et de droits, pouvoir marcher avec nous, la dynamique écologique et sociale de notre Union, à notre avis, en dépend. Je crois que tous ensemble, nous allons réussir la grande manifestation nationale du 5 mai pour la 6e République, pour faire le lien, pour donner également un contenu et un sens anticapitaliste et éco-socialiste à cette République. Une République dont l'une des tâches sera effectivement de mettre au bas le pouvoir de la finance et du capitalisme qui la porte. Tous ensemble, je pense que nous allons aborder avec audace également les échéances politiques et électorales à venir, municipales, européennes, avec l'ambition d'être une réelle alternative à gauche, dans une opposition totale à la droite et à l'extrême droite, mais également dans une indépendance totale par rapport à ce que j'appellerais la gauche de droite. Je crois que tous ensemble, nous allons libérer les énergies militantes que nous espérons infiniment renouvelables pour le coup, que nous allons fédérer les initiatives. Je ne suis pas sûr que du premier coup ça nous permettra de gagner, mais de poursuivre le chemin ensemble, de poursuivre ce chemin, oui, je suis persuadé que nous allons y arriver.